Madame, Monsieur, bonjour, merci. Nous rejoindre à la une de l'actualité. Salah Koudjil, élu à la majorité absolue président du Conseil de la Nation, c'était ce matin lors d'une séance plénière. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad effectue aujourd'hui une visite à Hassermel dans la wilaya de Larouat dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et du 65e anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux du séminaire national sur les guerres de la nouvelle génération, défis et méthodes de confrontation à l'école supérieure de guerre en première région militaire. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec l'actualité parlementaire. Au Conseil de la Nation, Salah Koudjil a été élu à la majorité absolue président du Conseil de la Nation avec 126 voix, dont 12 par procuration et une seule abstention. C'était ce matin lors d'une séance plénière. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad entame ce mercredi une visite à Hassermel dans la wilaya de Larouat dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et du 65e anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens, UGTA. Jarrad, qui est accompagné d'une délégation ministérielle, il procédera durant cette visite à l'inauguration du projet Boostin Phase 3 et visitera les différentes installations de ce projet. Dans le cadre de la veille stratégique et du suivi des évolutions sur la scène internationale, notamment ce qui concerne l'assimilation des objectifs et des dimensions des nouvelles guerres, l'École supérieure de guerre en première région militaire organise les 24 et 25 février un séminaire national sur les guerres de la nouvelle génération, défis et méthodes de confrontation. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux du séminaire en présence des ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, de la justice et de la communication, outre les commandants de forces et de la gendarmerie nationale, le commandant de la première région militaire, des chefs de département ainsi que des directeurs et chefs de services centraux du ministère de la Défense ainsi que des directeurs et chefs des services centraux du ministère de la Défense nationale populaire, animés par des enseignants universitaires et des experts algériens civils et militaires. Le séminaire a pour objectif de mettre en exergue les principaux aspects de ce thème important. À l'entame, le général de corps d'armée Saïd Chengriha a prononcé une allocution à travers laquelle il a souligné que les guerres de nouvelle génération ont un mode propre qui cible les sociétés en se basant sur la propagande, la contre-propagande et l'adoption d'une stratégie d'influence sur la perception collective. Nous écoutons le général de corps d'armée. إن حروب الجيل الجديد أو كما يسميها البعض بالحروب الهجينة هي حروب لها أسلوبها الخاص، فهي تستهدف المجتمعات وتقوم على الدعاية والدعاية المضادة من خلال تبني استراتيجية التأثير على الإدراك الجمعي بغرض التلاعب بالرأي العام للمواطن الدولة المستهدفة وتوجيه سلوكياتهم ونمط تفكيرهم دون أن تعلن عن نفسها ودون أن يكون لها عنوان واضح أو تأثير مكشوف. غاياتها إجهاد النظام القائم وتفكيك الدولة من الداخل
بإتباع خطوات طويلة الأمد وباستعمال أدوات ووسائل مختلفة معلوماتية اقتصادية اجتماعية وعسكرية، كما ساهمت إفرازات العولمة في توسيع أشكال وأساليب تجسيدها بهدف تضليل وتغليط مختلف فئات المجتمع وتزوير الحقائق والضغط على الحكومات. على ضوء ما سبق، فإن من أهم الأهداف المسطرة لهذا الملتقى هو إبراز الدور المتنامي لتضافر جهود كافة الفاعلين من مؤسسات الدولة ومجتمع مدني ومواطنين في تعزيز مقومات الدفاع الوطني والقدرة على التصدي للمخاطر التي تعددت وتوسعت أبعادها لتشمل كافة مجالات النشاط في الدولة والمجتمع. Le général de corps d'armée a indiqué que les éventuelles répercussions sur la sécurité et la stabilité de notre pays, induites par la détérioration de la situation sécuritaire dans notre environnement régional, ainsi que les non moins répétées tentatives de porter atteinte à la cohésion et à la société, imposent à tout un chacun d'œuvrer à consolider les liens d'unité nationale. On écoute encore une fois le général de corps d'armée. إن التداعيات المحتملة على أمن واستقرار بلادنا جراء تدهور الأوضاع الأمنية في محيطنا الإقليمي، بالإضافة إلى المحاولات الخبيثة والمتكررة لضرب الانسجام الاجتماعي، تفرض علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى تعزيز أواصر وحدتنا الوطنية وتمتين تلاحمنا ورص جبهتنا الداخلية كضرورة قصوى لمواجهة كافة التهديدات من جهة، ومن جهة أخرى العمل على كسب مختلف الرهانات التنموية والاجتماعية والاقتصادية التي بشرتها الدولة بقيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، من أجل تحقيق الرفاهية والازدهار وتحسين ظروف العيش الكريم لمواطنات ومواطني شعبنا الأبي. Le général de corps d'armée a rappelé que la défense nationale était un devoir sacré et une responsabilité collective qui nous appartenait en tant qu'individus, collectivités et institutions d'assurer en plaçant les intérêts suprêmes de la nation comme objectif majeur. Écoutez. نعم، لقد سمح النضج والوعي السياسي الذي يتسم به الشعب الجزائري بمواجهة مثل هذه المخططات الخبيثة وإفشالها في الماضي القريب، إلا أن ذلك لا ينبغي في أي حال من الأحوال أن يشكل غاية في حد ذاته، بل يتعين أن يظل وسيلة يعتمد عليها في التعزيز المتواصل لليقظة والحس الوطني والإدراك بما يدور ويخطط ضد بلادنا، والاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات. كما لا يسعني في هذا المقام إلا أن أذكر بأن الدفاع الوطني واجب مقدس ومسؤولية جماعية يجب تحملها أفرادا وجماعات ومؤسسات، من خلال جعل المصالح العليا للوطن أهم الغايات، وتعزيز جدار الصد ضد كل المحاولات المغرضة التي تحاول عبثا استهداف وحدتنا الوطنية وسيادتنا واستقرارنا. فعلينا جميعا مواصلة التفاني في العمل والإخلاص للوطن ولعهد الشهداء الأبرار كافة الشهداء، لتظل الجزائر على الدوام
آمنة مستقرة قوية وشامخة. À l'issue, le général de corps d'armée a annoncé l'ouverture officielle de ce séminaire. Cet événement scientifique s'est poursuivi par l'animation de conférences par des enseignants universitaires, des experts portant sur 3 axes principaux, à savoir l'étude épistémologique des guerres de la nouvelle génération, le soft power dans les guerres de la nouvelle génération, médias, guerre psychologique et guerre de l'information, et enfin la stratégie pour faire face aux guerres de la nouvelle génération et les spécificités de l'État algérien, et ce dans le but de mettre la lumière sur les différents aspects et modes de ces guerres qui constituent depuis le début du nouveau millénaire une réelle menace sur la sécurité et la stabilité de nombreux pays dans le monde. Le 24 février, une date qui marque le double anniversaire d'abord de la création de l'UGTA en 1956 et la nationalisation des hydrocarbures 15 ans après, 2 décisions historiques ayant démontré la capacité de mobilisation des travailleurs algériens et constitué une source d'inspiration pour le vaste mouvement qui allait distinguer les pays producteurs du tiers-monde. Évocation avec Nakhla Larbi. La nationalisation des hydrocarbures le 24 février 1971, consacrant la souveraineté nationale sur les ressources naturelles, a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'Algérie, lui permettant de s'affranchir économiquement à la faveur de la récupération du pouvoir de décision entier et autonome sur ses richesses nationales. Cet acte a également favorisé l'émergence d'une industrie pétrolière et gazière authentique. À ce jour, et en dépit d'une conjoncture économique et sanitaire mondiale particulière, l'Algérie a réussi, grâce à ses sociétés et entreprises du secteur des hydrocarbures, à assurer la continuité de la production et à relever les défis. Le secteur a en effet réussi à satisfaire les besoins nationaux en énergie, cela sans faillir à ses engagements avec les partenaires étrangers. Par ailleurs, le 50e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures est célébré cette année alors qu'une nouvelle stratégie est mise en œuvre pour l'accélération de la transition énergétique sur instruction du président de la République à travers le développement des énergies renouvelables. Pour rappel, la nouvelle loi sur les hydrocarbures devra favoriser le développement et l'exploitation sûre, durable et optimale des ressources en hydrocarbures, y compris les ressources non conventionnelles et l'offshore, entre autres, ce qui devrait, à la faveur des nouvelles dispositions, attirer de nouveaux investissements étrangers dans le secteur en question. Mis à mal, à l'instar des autres secteurs par la crise de la Covid-19, le secteur des hydrocarbures n'a pas pour autant été paralysé ni défaillant, faisant preuve de résilience, et à ce titre un fervent hommage doit être rendu aux travailleuses et travailleurs du secteur des hydrocarbures qui ont jusque-là su et pu surmonter les crises, quelles qu'elles soient. L'énergie est en outre appelée à être un facteur catalyseur pour la relance de la dynamique économique au niveau local et national, mais pas que. Je vous propose à présent de découvrir le portrait du fondateur de l'Union générale des travailleurs algériens, Aïsset Idir. Rappelez ces hauts faits, lui qui s'est sacrifié pour sa patrie en choisissant le militantisme syndical pour défendre les droits des travailleurs algériens et rejoindre la révolution de libération. Samia Baroura. Le shahid Aïsset Idir, fondateur de l'UGTA. Il est né en 1919 à Djem'an Serij, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Après des études primaires et secondaires, il part en Tunisie pour poursuivre ses études en économie. Ça a été un syndicaliste chevronné. Il travaillait à l'école de l'air, à Cap Matifou, à l'époque. C'était une école qui n'était pas accédée, que personne... Ce n'est pas tout le monde qui pouvait y accéder. Et il faudrait savoir que juste après la création de l'UGTA, avec ses compagnons, le premier secrétariat qui a été mis en place le 24 février 1956 a été arrêté 3 mois après. Il devient responsable des affaires syndicales du mouvement MTLD. Il fonda en 1956 le premier syndicat algérien, l'UGTA, sous l'égide du FLN. Il est nécessaire de rappeler aujourd'hui les hauts faits du martyr qui s'est sacrifié pour sa patrie en choisissant le militantisme syndical pour défendre les droits des travailleurs algériens et rejoindre la révolution de libération. L'activité syndicale qu'il menait lui a valu son arrestation le 23 mai 1959.
Ils l'ont enlevé, ils l'ont emmené au centre de torture d'El Biar, où il a passé 2 ou 3 mois. Ils l'ont torturé à mort, d'ailleurs avec le chalumeau, brûlé entièrement avec le chalumeau. Et donc il a été assassiné le 26 juillet 1959. Aïssa Idir ainsi que ses compagnons méritent tous les honneurs. Un appel à la préservation de la mémoire de la nation et de la transmettre surtout aux générations montantes afin de renforcer l'unité nationale. L'Algérie qui célèbre ce mercredi le 50e anniversaire de la nationalisation de ses hydrocarbures est classée 16e producteur de pétrole, 10e producteur de gaz naturel et 7e exportateur de gaz naturel. Dans le monde, l'Algérie est aussi un pays classé comme l'un pionnier dans le monde à avoir développé l'industrie pétrochimique grâce au groupe Sonatrach. Ce dernier compte d'ailleurs investir plus dans ce domaine, notamment au niveau des installations pétrochimiques de Skikda. Reportage à Abdelmajid Banqassi. Pourtant, parmi les premiers objectifs de l'Algérie durant les années 70 et 80, la filière de la pétrochimie figurait en bonne place et était une de ses priorités. L'Algérie, dans le temps, a investi dans ce créneau et a pu concrétiser 2 complexes au niveau national en se basant sur une stratégie bien définie. La stratégie que l'Algérie a adoptée dans le temps était fondée sur la satisfaction des besoins nationaux et dans un objectif secondaire d'atteindre les marchés internationaux. Donc, dans le temps, l'Algérie a pu construire un parc de transformation des produits pétrochimiques qui dépassait les 2 millions de tonnes. Aujourd'hui, Sonatrach veut relancer le secteur de la pétrochimie, un défi à relever malgré des contraintes. Des perspectives sont déjà tracées et avant ça, il y a l'adaptation des lois et de la législation. Plusieurs projets sont sur le calepin du groupe Sonatrach. Donc l'Algérie n'est pas restée les bras croisés. Il y a eu des tentatives, il y a eu des plans de développement, il y a eu, disons, la mise en place de lois pour pouvoir attirer des investisseurs et mettre en place des montages, surtout avec les majors de la pétrochimie au niveau national. Disons un potentiel qui est là, et qui est prouvé. Donc l'Algérie dispose au jour d'aujourd'hui de matières premières pour la pétrochimie, principalement les hydrocarbures, gaz naturel, pétrole brut, condensat. Des projets ambitieux pour relancer la pétrochimie et arrêter un tant soit peu la dépendance du pays de l'importation de beaucoup d'intrants utilisés dans l'industrie pétrochimique. Lutte contre la propagation du Covid-19. Les frontières du pays sont toujours fermées. Toutefois, des vols spéciaux dits de rapatriement sont autorisés sous certaines conditions. L'ambassade d'Algérie en France procède au recensement, consolidation et au traitement des demandes de nos ressortissants candidats au rapatriement avant de transmettre la liste à Air Algérie. Afaf Belouchette. Bien que inhabituelle, cette image est devenue récurrente ces derniers mois. Dès 8 h du matin, des Algériens candidats au rapatriement tapent à la porte de l'ambassade d'Algérie en France pour s'inscrire sur les listes de rapatriement. Bon, jusque-là, ça s'est super bien passé. Il n'y a pas eu beaucoup d'attentes à l'extérieur. Le personnel il est à l'écoute. Il nous a bien orientés, bien expliqué. Mesures sanitaires obligent, les ressortissants sont conviés par groupe à entrer où une explication de la procédure leur est donnée avant le passage au comptoir. Ici, on ne croise que des résidents ou des binationaux. L'écrasante majorité des Algériens bloqués avec visa en France et ont déjà été rapatriés. Je suis en procédure de faire le regroupement familial. Mes enfants ils sont scolarisés là-bas. Ça fait plus d'une année que je n'ai pas vu mes enfants. D'autres font preuve d'impatience. Ils ne savent pas que les gens, ils travaillent, ils ne peuvent pas partir comme ça aussi. Il faut une date, on choisit quand même une date pour partir. C'est un vol de rapatriement, c'est pas un vol... Non, ce n'est pas un rapatriement, c'est pour partir voir ma mère qui est vraiment malade, quoi. Explication donnée par l'ambassadeur, le malaise se dissipe et la logique imposée par la définition même d'un vol de rapatriement l'emporte sur les émotions.
C'est ici, dans ce secrétariat, que les appels de demande de rapatriement atterrissent toute la journée de toutes les villes de France. Oui, on fait partie du consulat d'Algérie à Grenoble. Le père de mon mari est décédé hier. Allah yaslamak. Donc voilà, mon mari est vraiment, voilà, il est pénible. Alors attendez, oui, ben, je comprends bien. Je vais voir si ma collègue qui s'occupe des décès est là, ne quittez pas. La deuxième personne, madame, vous m'avez dit que vous partez avec votre fille. Moi, mon mari, mon bébé. Mon mari, je vous donne le nom. Oui, on est en train de s'inscrire les gens qui appellent pour le rapatriement. Vous avez combien d'appels à peu près par jour? Écoutez, on vous inscrit. 200, 300. Une fois les personnes inscrites, le secrétariat passe la main à la cellule de crise mise en place depuis le début du confinement. Ici, nous procédons au recensement, à la consolidation et au traitement des demandes de nos compatriotes afin de transmettre des listes claires à Air Algérie. De son côté, Air Algérie, qui a dû s'adapter il y a près d'1 an à cette nouvelle donne, a amélioré son système d'information. Une plateforme interactive permet depuis des mois aux ressortissants de suivre l'avancement de leur dossier de voyage. Une fois que le vol est opéré et que le passager est transporté, nous faisons aussi une mise à jour sur notre base de données, sur ce portail-là. C'est surtout pour pouvoir permettre aux passagers d'accéder sur ce portail-là au travers d'un lien qui est rapt.airalgérie.dz. Et il suffira uniquement qu'il puisse introduire son numéro de passeport pour savoir si déjà d'un transport. En effet, certains candidats à rapatriement ont bénéficié d'une mesure exceptionnelle en présentant certainement des motifs sérieux. Reste que la propagation de la Covid-19 semble aux autorités des deux côtés de la Méditerranée d'autres mesures qui, semble-t-il, vont être annoncées prochainement. Voyez à présent le portrait d'un Harag qui a pris le départ depuis Relisen. Son parcours depuis a été semé d'embûches. Il décide de revenir au pays et bénéficie de la prise en charge consulaire algérienne à Créteil. Afaf Blouchet. Mohamed, 26 ans, titulaire d'une licence en économie et au chômage, menait une vie banale à Relisen jusqu'au jour où il reçut le coup de téléphone qui allait bouleverser son existence. تحرقوا قلت لهم ما كانش مشكل عاونوني الدار بشويه دراهم لميت 20 مليون يوم من الايام عيطوا لي قال لك باللي اليوم راح تخرجوا خملت ساكودو ديالي حوايجي وتكلت على ربي خرجنا من مسغالم. La suite est un périple d'aventure dans l'inconnu. Départ sur le fameux Botri à l'Aube, nuit de terreur face à la colère d'une mer agitée, sauvetage sur la côte espagnole pour atterrir un jour à Paris, ville qu'il convoitait. كنا نقولوا الحمد لله يا ربي رانا في اوروبا كنا شغل فرحانين والسعاده رانا في اوروبا خلاص راح نعيشوا راح نديروا من وهي في الحقيقه حياه مره. Commence alors la désillusion. Contexte économique et sanitaire marqué par la Covid, sans ressources, vivant grâce aux aides alimentaires, le tout sans maîtriser la langue, son rêve vire au cauchemar. ضرتني الغربه بزاف بت برا تمرمت اذا طاح علي اللي في ميزو الفور بات عند لاكار واذا كنا في ميريكليت ديكليشين بيتوا عندك السيد في لاكار لا فطرت ما نتعشاش ولا تعشى ما فطرش. الحمد لله يا ربي خممت باش نولي للبلاد مشيت للكونسيلا تاع كريتاي. Une fois sa copie de passeport déposée, les services consulaires enregistrent sa demande qu'ils transmettent en Algérie. Au bout d'un mois, enquête administrative oblige, il est convoqué pour obtenir le sésame du retour. مرحبا بك سي الله يسلمك بارك الله فيك. هاوليك ليسي باسي تاعك راه واجد روح به لايروبور ودير التيست تاع الكوفيد تاعك لازم يكون 72 heures ضرب افون لو ديبار. في لايروبور يديروه ديرها في الايروبور كاين في الايروبور ولا اي لا انا نلبس في الايروبور اليوم ان شاء الله تروح بخير ان شاء الله بربي ان شاء الله تلحق بخير ان شاء الله بربي وتشوف الاسره الكريمه بارك الله فيك ربي يجازيك ان شاء الله ان شاء الله بون فواياج هاوليك الله يسلمك بارك الله فيك ربي يجازيك لا مزيه وتهلا في روحك ربي يجازيك. انا جيت ساعد ان شاء الله ربي باك يسهلوا لي في المطار في الايروبور باش نبعث ولادي. Une angoisse qui se dissipe très vite une fois à l'aéroport où un dispositif spécifique est mis en place pour l'accompagnement de Haraga, candidat au retour volontaire, comprenant même la prise en charge du billet, même si Mohamed, lui, a prévu cette somme. J'ai 3 mois. Oui, j'étais en Espagne. En Espagne. J'étais en Espagne. Quand ils viennent ici à l'aéroport, ils ont la priorité. Donc on les prend en charge. On
on leur réserve des places. Même s'il n'y a pas de places, ils sont en liste d'attente, mais ils sont prioritaires au même titre que les décès, compte tenu de leur situation socio-économique difficile. Mohamed repart le cœur léger. Reste que le traumatisme subi nécessite l'existence de structures d'accompagnement. Quel est le suivi possible et nécessaire pour la réadaptation et la réintégration dans la société algérienne? Qu'ils les aident, qu'ils les prennent en charge, qu'ils les essayent enfin de leur trouver au moins du travail et surtout, je pense, un suivi psychologique aussi. Parce qu'ils sont atteints. Un dispositif qui manque malheureusement dans notre pays. Quant à Mohamed, il est bien arrivé et déjà entouré de sa famille. La terre a tremblé à Sétif, une secousse tellurique de magnitude 4,8 sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée ce mercredi matin à 2h51. C'est ce qu'a indiqué le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. L'épicentre de la secousse a été localisé à 9 km au sud-ouest de Rafsa. Dans le dossier sahraoui, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont poursuivi mardi leurs attaques contre les forces d'occupation marocaines qui tentaient de construire un mur de sable dans la zone de Atwixk. Yasmine Moussaoudi. Le secrétaire général du ministère sahraoui de la sécurité et de la documentation, Sidi Oukal, a déclaré que les forces d'occupation marocaines sont sorties de la zone de Tarf Bouhenda pour tenter de construire un nouveau mur. L'armée sahraoui a mis en échec cette tentative en ripostant par des frappes qui sont toujours en cours, leur infligeant des pertes humaines et matérielles considérables. Le secrétaire général du ministère sahraoui de la sécurité et de la documentation a indiqué également que ces tentatives des forces marocaines de construire un nouveau mur sont preuve même des mensonges du régime marocain qui nie l'existence d'une guerre au Sahara occidental. Les actes menés par les forces marocaines au sud du Maroc traduisent leur appréhension et leur crainte quant aux opérations qualitatives de l'armée sahraoui, sachant que cette région jouit d'une autodéfense de par sa nature géographique difficile d'accès. Sidi Oukal a mis en garde contre le risque d'escalade militaire marocaine depuis la violation de l'accord de cessez-le-feu le 13 novembre dernier et également contre l'expansion du cercle de la guerre à travers la mise en place d'une nouvelle ceinture au nord. La militante des droits de l'homme Claude Mangin a interpellé les membres du Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'ils poussent le Maroc à respecter la légalité internationale au Sahara occidental occupé, qualifiant d'invraisemblable la lenteur dans la désignation d'un nouvel envoyé personnel au Sahara occidental. La militante et l'épouse du détenu politique sahraoui Naama Asfari a déclaré que pour que le Maroc daigne enfin respecter la légalité internationale au Sahara occidental, la seule possibilité est de s'adresser aux différents gouvernements, à commencer par ceux des pays qui siègent de façon permanente au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Au Niger, le candidat du Parti pour la démocratie et le socialisme, Mohamed Bazoum, a remporté la présidentielle avec 55,75% des voix face à son adversaire, Mahaman Ousmane, 44,25%. L'annonce a été faite hier par la Commission électorale nationale indépendante, précisant que ces résultats sont provisoires et doivent être soumis à l'analyse de la Cour constitutionnelle. Sport pour terminer, le MCAG et l'Espérance de Tunis ont fait match nul, un but partout, hier dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique de football. À l'issue de ce résultat, l'Espérance de Tunis conforte sa position de leader avec 4 points à 2 longueurs d'avance sur le MCA et le Zamalek qui comptent 2 points chacun. Dans l'autre match de cette poule, la formation égyptienne du Zamalek, vice-champion d'Afrique, est allée tenir en échec un peu plus tôt dans la journée à Thiès. Les Sénégalais, lors de la troisième journée prévue les 5 et 6 mars prochains, le MCA se rendra au Sénégal pour défier Toungate FC alors que l'EST recevra le Zamalek. C'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec ML Laribi. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.